Voilà, à présent, nous parlons de pêche et je l'ai dit tantôt, le secteur de la pêche représentant ainsi un important réservoir d'emplois directs et indirects à travers le pays et qui évidemment fait l'objet de cette émission. Nous avons donc notre invité qui est avec nous déjà, Madame Charlotte Daffé, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Madame la ministre, bonjour. Bonjour, FIM-FM. Voilà, bienvenue dans cette émission. Rapidement, on va y aller. Talibé, première question. Ouais, première question en brise-glace. Madame, on sait que vous êtes issue du secteur privé. On voudrait bien savoir comment vous vous sentez pour peut-être une première dans l'administration publique en qualité de ministre de la République. J'avoue qu'au départ, ce n'était pas facile pour moi. Parce que je suis sortie d'un environnement, après plus de 10 ans quand même, d'un environnement où les procédures sont mises en place, tout est structuré et c'est élaboré, chacun sait ce qu'il faut faire et à quel moment, pour un endroit où on vous dit, on a l'habitude de travailler ainsi. Donc c'est un peu compliqué. Donc en tant que ministre, je me suis dit, c'est une belle opportunité pour moi de mettre mon expérience acquise au service de la nation et ainsi apporter aussi ma part à l'édifice. Oui, il a parlé du secteur privé. Je ne sais pas dans quelle, profession exactement. Est-ce que ça avait un lien, un rapport avec le milieu de la pêche ou c'était tout simplement un univers nouveau que vous découvriez en venant au secteur de la pêche? J'étais dans le pétrole. D'accord. J'étais dans le pétrole, je travaille pour Total. Bien. Et donc du pétrole au poisson. En quelque sorte. Mais j'avoue qu'il y a un peu de similitude. Avec le temps, je vois qu'il y a un peu de similitude. Ok, bien oui, Jarey. Alors, micro. Voilà, vous êtes arrivé à la tête de ce département. Dites-nous dans quel état l'avez-vous trouvé? Alors, j'ai trouvé le département avec des textes et lois en place, mais avec défaut d'application. Tous les textes de loi sont en place et règlements, mais c'est leur mise en application qui fait défaut. Et les collaborateurs aussi travaillant dans des conditions précaires, disons, très difficiles. Et également, vous avez un manque de transparence dans la gestion en fait des ressources. C'est ce que j'ai trouvé en place. Donc un secteur qui se portait mal, on peut dire comme cela. Pas mal, au plan administratif, oui. Pas si mal que ça, mais avec beaucoup de choses quand même à améliorer. Des dysfonctionnements. Alors quand vous êtes arrivé, puisque vous avez fait l'état des lieux, dans quel état vous avez trouvé ce département, à quoi vous vous êtes attelé concrètement, madame? La première chose que j'ai eu à faire, c'est d'aller sur le terrain. Parce que je voyais clairement qu'il y avait des dysfonctionnements. Donc j'ai commencé à visiter les débarcadères, les ports de pêche. Et à Conakry et sur le littoral, vers du Breika, vraiment où il y a l'activité de pêche est vraiment très bien élevée. Donc, je me suis rendu compte que les débarcadères étaient dans des états d'insalubrité, mais très poussés. Et il fallait prendre des mesures fortes parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une question environnementale, une question de santé publique aussi qui se posait et qu'il fallait réagir. Donc, j'ai tout de suite commencé les démarches pour le nettoyage des débarcadères. Certains voulaient que je le fasse moi-même. Je dis, je ne suis pas, c'est pas mon domaine, je ne peux pas faire ça. Il faut mieux retrouver des spécialistes pour le faire. Parce que ça ne sert à rien de venir faire du tintamarre, aller dans un débarcadère, appeler la presse, dire, bon, ok, madame la ministre est en train de nettoyer le débarcadère de Boulbiné aujourd'hui. Je dis non, c'est pas ça. J'ai fait le constat. De façon professionnelle. J'ai fait le constat à Conakry, à Dubreka, à Kamsar, c'est pareil. Donc je me suis dit non. J'ai commencé à travailler avec Enabel Sanita et également
le génie militaire pour des mesures à prendre pour rapidement nettoyer les débarcadères et aussi les occuper. Parce que ça ne sert à rien de nettoyer, déguerpir et ne rien mettre. Oui, madame, au-delà de ça, si vous plaît, permettez. on va rester sur les débarcadères. Vous voulez rajouter quelque chose? Par rapport à tout ce qu'elle évoque, justement sur le plan qu'elle a mis en place pour travailler et puis rehausser le niveau des activités au niveau de son département, je veux aborder dans le même sens parce qu'on sait que c'est un secret de polichinelle justement dans la presse. On sait que le directeur général du Centre national de surveillance de la pêche a une admiration pour sa personne et pour ce qu'elle fait. Et en tant que femme, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a prévalu à cela, puisqu'on sait que dans les rangs même de ses pairs politiques, on lui voue quand même un respect par rapport à ce qu'elle fait. Vous avez compris la question ou pas? Qu'est-ce qui a prévalu à l'admiration que vos pères vous vouent, justement, parce qu'on sait, vous évoquiez à l'instant même tout ce que vous avez réussi à faire à la tête de ce département, puisque vous le disiez à l'entame que vous avez trouvé quand même sur le plan administratif beaucoup de dysfonctionnements. En fait, elle parle de votre collaborateur, qui est le directeur du... Mais pourquoi spécifiquement lui, en fait? Bon, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pour dire... En fait, j'ai pas spécifié. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de directeurs. J'ai pas spécifié. J'ai parlé du directeur parce que c'est un collaborateur proche. Oui. J'ai parlé également de vos collègues. Il y a beaucoup de respect pour elle. Enfin, justement, c'est un secret de polichinelle. Je ne l'ai pas spécifié. Ça pose la question de vos rapports de collaboration. Oui, de toute façon, j'ai de très bons rapports avec tous mes directeurs. Bien. Okay. Avec tous les collaborateurs. Avec tous les collaborateurs. Déjà, mes plus proches, c'est le chef de cabinet et le secrétaire général. J'ai de très bons rapports avec eux. Donc c'est tant mieux, hein, parce que dans d'autres départements, c'est pas le cas. Tous les autres directeurs. Bon, le directeur du CNSP, encore plus particulièrement lui, parce que il est à la tête d'un service stratégique. Très stratégique et dont la réussite fait partie de mes objectifs prioritaires. Bien. Donc, le renforcement de la surveillance au niveau de la maritime, et ça dépend de lui. Donc, il faut vraiment qu'on collabore pour que les choses puissent se faire. Oui, sur les débarcadères. Moi, j'avais une question sur les débarcadères. Madame la ministre, vous avez dit que vous avez pris un département où il y avait un problème de transparence et d'application des textes. Des textes. Sur ces deux pans, transparence et application de textes, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour justement dégripper la machine? Alors, on a commencé à mettre en place la première chose. On a signé un arrêté conjoint avec le ministre des Finances fixant les redevances de pêche. Peut-être que les redevances de pêche étaient fixées, mais ce n'était pas vulgarisé. D'accord. Donc, il y a eu un arrêté conjoint fixant les redevances de pêche avec le ministre des Finances. Donc, à l'élaboration du plan de pêche cette année, on a mis en annexe cet arrêté conjoint. Et après, vous allez venir au département de la pêche, vous avez la charte du ministère de la Pêche. Et dans cette charte, vous avez tout ce qu'on a comme mission, quelles sont nos valeurs et quels sont les documents important. Et c'est vous qui avez instauré cette charte? Oui, c'est moi qui ai instauré cette charte. Et vous savez quels sont les documents importants du ministère de la Pêche, à savoir le code de la pêche, le plan de pêche, les conditions d'accès à la ressource. Tout ce qui concerne en tout cas le département de la pêche, c'est dans cette charte. Et on a mis un code QR. Donc quand vous arrivez dans le hall au département de la pêche, il vous suffit juste de prendre votre téléphone, faire une photo et vous avez tout de suite tous les documents du ministère de la Pêche. Ça, c'est vraiment une innovation et ça simplifie les procédures et la transparence est là parce que tout le monde sait aujourd'hui, si moi je suis un opérateur de pêche, je veux avoir une licence, je sais ce qu'il faut pour avoir la licence. Ça ne sert à rien de venir passer à gauche, à droite, passer par tierce personne pour dire, parce que vous savez exactement combien coûte une licence en fonction du type de navire que vous avez. Bien. Donc c'est clair pour tout le monde et là ça c'est vraiment un premier pas. On est en train encore d'améliorer pour pouvoir peut-être dématérialiser complètement et comme ça les procédures digitalisées. Oui. Voilà. Madame, quand nous rendons dans ces débarcadères et qu'on échange avec
ces pêcheurs, ils disent être confrontés à de sérieuses difficultés liées à la conservation des produits de pêche. Est-ce que vous avez fait le constat et depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait pour aider notamment ces pêcheurs à se doter de chambres frigorifiques? Il y a des chambres frigorifiques dans certains débarcadères, mais aujourd'hui, par exemple, vous prenez à Boulbiné, on avait bénéficié d'un don du Japon où il y avait mis des 2 ou 3 chambres frigorifiques, mais aujourd'hui qui sont complètement vétustes. Donc il faut les rénover. Et c'est vrai que les pêcheurs artisans, ils sont confrontés à d'énormes difficultés en termes de conservation, mais aussi on a tous notre part de responsabilité, parce que c'est ça aussi la Guinée. On met des choses en place, on achète on fait des infrastructures, on achète des équipements, mais on n'en prend pas soin. Donc, puisque c'est l'État qui a mis ça en place, personne n'en a pris soin, c'est resté comme ça s'est dégradé. Maintenant, moi, en arrivant, je me suis dit, il faut quand même accompagner ces pêcheurs artisans parce qu'ils permettent ils contribuent beaucoup plus à l'approvisionnement du marché, à la sécurité alimentaire du pays. Donc, il faut les accompagner. Donc, on a mis en place, ça faisait partie aussi des programmes prioritaires du président de la transition. Le programme, pour le secteur de la pêche, il s'agit de programme d'accompagnement de la pêche artisanale. Donc, c'est un projet DTS qui va s'étaler sur un an et demi. Et dedans, vous avez plusieurs volets. Volet fourniture d'intrants de pêche, volet mise en niveau et construction d'infrastructures et puis aménagement des débarcadères. Donc c'est un gros projet qui va être lancé. On est dans la finalisation de l'étude de faisabilité et dans les prochains mois, on va aller plutôt vers ça. Emmanuel Milimono. Madame la ministre, pour revenir un peu à l'actualité, il y a eu récemment à Sigiri une question de 40 tonnes de poissons. 4 Merci. 4 tonnes. Ouais. 4 tonnes de poissons impropres à la consommation qui auraient été découverts là-bas sur le marché. Beaucoup de choses ont été dites autour. De quoi s'agit-il exactement? Alors, comme vous savez, au cours de l'immersion, après Cancan, on est quand même allé dans les villes environnantes. Je suis passé à Siguirin, dans plusieurs autres préfectures. Et au-delà de m'assurer de l'effectivité du poisson, je m'assurais aussi des conditions de conservation des poissons qui arrivaient à l'intérieur. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a les normes sanitaires n'étaient pas respectées. À plusieurs endroits, on mettait le poisson, le poulet dans le même frigo, ce qui n'est pas normal parce qu'ils peuvent s'infecter. Et après, même les invendus revenaient aussi dans les frigos. Donc, j'ai commencé à donner... à l'intérieur du pays. Mais oui, j'ai commencé à donner des instructions. Pour défaut d'électricité, notamment. Voilà, pour défaut d'électricité, effectivement. Donc, normalement, un poisson, quand c'est mis sur le marché, ça ne doit plus revenir dans le frigo parce que ça devient toxique. Quand il est décongelé, il ne doit plus être recongelé parce que ça devient toxique. J'aime souvent le dire, quand un poisson, quand il n'est pas bien conservé, il faut simplement enlever un S, il devient du poison. D'accord. Donc, j'ai passé ce message auprès des opérateurs, et des propriétaires de ces frigos pour dire qu'il fallait vraiment séparer. Et j'ai commencé à donner des instructions, comme je vous le disais, j'ai commencé à donner des instructions pour que, avant mon arrivée, que les gens me disent, voilà, quels sont les frigos qui approvisionnent le marché local, l'intérieur, et voilà avec quel opérateur. Je voulais vraiment qu'on me communique qu'on me donne des éléments avec des chiffres, des éléments factuels. C'est sûr qu'il y a un malin qui a compris que voilà, il y a des mesures fortes qui sont en train d'être mises en place parce que j'ai dit qu'on allait envoyer une inspection pour vérifier tous les frigos puisque on n'a pas pu tout regarder, mais il fallait quand même une vérification. Quand j'ai vu les échantillons que j'ai visités, j'ai vu qu'il y avait des soucis. Et donc un malin a sorti ces 4 tonnes et allé mettre quelque part dans la nature. D'accord. Et dès qu'on s'en est rendu compte, le même jour, le directeur de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, qu'on appelle ONSPA,
lui-même, il s'est déplacé. Il est actuellement à Sigiri. Il s'est déplacé et il est parti parce qu'on a quand même un inspecteur régional aussi. Même s'il n'arrive pas à tout couvrir, l'inspecteur régional et l'agent de l'ONSPA qui est sur le terrain, ils sont actuellement en train de faire des enquêtes. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui a fait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu récupérer le stock est enfoui. D'accord. Voilà. Donc, heureusement qu'il ne tombera pas dans des assiettes des citoyens du côté de Sigiri, on va dire. Oui, Doyen Diambaldé, pour continuer. Madame la ministre, parlons à présent de la période de repos biologique. Quels sont les bénéfices de la suspension de l'exportation et de la réexportation du poisson du 25 juin au 10 septembre 2022, soit la période qui couvre ces repos biologiques? 2 mois. 2 mois. En fait, pendant la saison hivernale, quand il pleut beaucoup, là, on rentre dans cette période, on est le 1er juillet aujourd'hui. Donc, de juillet, août, septembre, vous savez que c'est les périodes de forte pluie. Et c'est pendant cette période que il y a la reproduction, les poissons se reproduisent. Donc, si on continue à pêcher, on ne va pas permettre aux poissons de se reproduire convenablement. Et donc, on a dit, de toute façon, ça a été institué depuis un bon moment. Voilà, c'est une pratique qui est là, mais qui est une bonne pratique qu'il faut quand même continuer. Voilà, donc on institue le repos biologique pendant ces 2 mois-là, parce que c'est la période propice pour la reproduction. Et on interdit l'exportation et la réexportation, parce que puisqu'il n'y a pas de pêche, il ne faut pas non plus continuer à exporter, parce qu'il faut d'abord se nourrir et nourrir sa population avant de penser à nourrir l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a interdit vraiment l'exportation de produits pendant cette période. Seulement, vous avez précisé seulement des quantités qui peuvent être dédiées à des tests dans les laboratoires. À des tests, voilà, des tests parce que, comme vous le savez, l'interdiction a été levée au niveau de l'Union européenne sur l'exportation des produits guinéens sur le marché européen. Donc, on a déjà fait une première phase test il y a 2 semaines. Et voilà, donc pour ce genre de test, on peut autoriser, mais pour les autres, l'exportation, c'est interdit. Bien. Le secteur de la pêche, un autre monde, on va dire, certains diront un monde de sorciers, où il y a beaucoup de bruit, mais ça semble calme ces derniers temps. Est-ce qu'elle a des secrets, une magie? Elle nous dira. En tout cas, vos questions à ajouter aux nôtres, on va les lui poser tout à l'heure, le temps d'observer cette pause, et derrière, nous retrouverons pour continuer cette interview. Avant de continuer, vous avez donc recensé quelques questions des auditeurs. Vous y répondez avant qu'on ne déroule notre plan d'interview. Ok, donc il y a quelqu'un qui a parlé de mes relations tendues avec le préfet maritime sortant. Donc je peux dire que j'ai jamais eu de relations tendues avec le préfet maritime sortant. Moi, j'ai juste appliqué les règles et les procédures. Donc à chaque fois qu'il y avait, par exemple, un raisonnement où on devait intervenir tous les deux, et quand les choses n'étaient pas respectées, je le ramenais toujours sur le code de la pêche et le plan de pêche. Donc moi, c'est l'application des règles et des principes. Ouais. Maintenant, si quelqu'un n'est pas content... Voilà, donc il n'y a jamais eu d'altercation entre nous, mais il y a quand même eu des échanges un peu trop durs, parce que, voilà, il faisait certaines choses. C'est pas méchant. C'est pas méchant. J'ai dit non, je le rappelais à l'autre. À chaque fois qu'il m'envoie un courrier pour dire, voilà, j'ai fait ça, je dis non, normalement, c'est pas à toi, c'est au ministre en charge des pêches de le faire, et voilà, je le recadrais, en fait. Je vois un peu l'ancien ministre de la Justice qui était à Vous avez recensé d'autres questions, madame? Le pouvoir des femmes. Aussi, il y a quelqu'un qui a parlé de ce que j'ai tiré de l'immersion. Beaucoup de choses et beaucoup de visibilité sur la vie des gens à l'intérieur du pays. Et ça a permis de prendre des décisions justes et de toute façon, on en parlera. On en parlera. Oui, alors on va parler de... Hamid. Et quelqu'un puis, a parlé d'Hamid. La politique pour la lutte contre la pêche illicite, ça c'est vraiment quelque chose qui est en cours parce que ça fait partie de mes objectifs prioritaires qui m'ont été assignés par monsieur le Premier ministre. Donc là, il faut mettre des moyens matériels qu'on n'en a pas suffisamment, mais on est en train de tout faire pour vraiment s'équiper
adaptées pour pouvoir lutter efficacement contre la pêche illicite. Il y a une question qui se rapportait. Voilà, donc il parlait de. C'était pas vraiment une question, il parle de l'unicité de caisse et tout ça, tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui connaissent bien le secteur de la pêche. C'est ça en fait aussi la transparence, puisque quand vous allez sur les documents à travers le lien qui vous ramène à tous les documents essentiels du ministère, vous avez forcément toutes les informations. Bien. Alors, on va évoluer sur d'autres facettes. Parlons de la pêche industrielle. Effectivement, la pêche industrielle, mais surtout des licences de pêche. À quel coût aujourd'hui on les obtient et quelles sont les conditions pour qu'elles soient délivrées, madame? Alors, les conditions pour avoir les licences sont déjà dans les documents essentiels du ministère qui se trouvent à l'entrée et sur la page du ministère également. Donc, les conditions d'accès à la je cite quelques-unes. Et il faut être une société de droit guinéen. Il faut avoir une preuve d'investissement à terre parce qu'il ne s'agit pas de venir prendre les licences et aller pêcher et puis voilà, c'est tout. Il faut vraiment quand même rapporter quelque chose à la Guinée. Et ce qui se passait avant, les gens ils signaient un engagement sur l'honneur pour dire voilà, je vais je vais faire ça. Donc ce que mes équipes et moi avons mis en place, on a dit ok, il faut vraiment envoyer la preuve de capacité financière pour pouvoir réaliser des investissements à terre. Donc déjà, il faut avoir un contrat avec l'armateur parce que les opérateurs qui sont là, ils ne sont pas vraiment propriétaires des navires, mais les propriétaires sont ailleurs. Et donc, il faut signer des contrats avec ces armateurs pour au moins aussi les rendre un peu plus forts parce qu'ils sont avec des étrangers. Ce sont eux qui sont guinéens, même si les navires ne sont pas guinéens. Il faut quand même qu'on sache que ça appartient aux Guinéens. Il faut développer le contenu local, il faut leur permettre de s'en sortir. Absolument. Et les coûts, madame? Les coûts, c'est autour de 150 millions à 300 millions. Ça dépend en fait de la taille des navires et du type de pêche. Vous savez, il y a la pêche de fond, des poissons de fond qu'on appelle la pêche démersale et il y a les poissons de surface, ça c'est la pêche pélagique. Donc les poissons pélagiques, les navires pélagiques, les bateaux, ça peut aller environ dans les 150 millions. Comme vous avez des grands navires aussi qui ont une plus grande capacité, qui peuvent aller jusqu'à 600-700 millions. Oui, mais concernant justement la délivrance de ces licences de pêche, avant il y avait des pratiques comme ça qui existaient, parce que vous avez dit l'une des conditions d'obtention de ces licences de pêche, il faut être une société de droit guinéen. Or, on avait appris dans le passé qu'il y avait des sociétés qui n'étaient pas de droit guinéen, et bien par des pratiques, des manœuvres au niveau du département, on délivrait ces licences à des sociétés qui n'étaient pas de droit guinéen. Non, c'est Sékou Touré même qui délivrait. Voilà, donc aujourd'hui, comment vous avez fait aujourd'hui pour régler cette situation, madame? Est-ce que c'est vous, madame la ministre de la Pêche, c'est vous qui délivrez ces licences de pêche, puisque avant, on nous disait qu'elles étaient stockées, ces licences de pêche, quelque part dans un tiroir à Sékou Touré et que c'est le président Alpha Condé lui-même qui les délivrait. Est-ce que c'est vous qui les détenez et les délivrez sur la base des conditions que vous avez définies? C'est moi qui délivre les licences sécurisées. Je les signe et je mets un cachet sécurisé. Pourquoi vous parlez de licences sécurisées? Parce qu'en fait, dans les pratiques, les gens arrivaient à falsifier des licences. Donc, on a commandé des licences sécurisées. Bien. Et je signe, ma signature n'est peut-être pas sécurisée, mais le cachet que j'appose est sécurisé également. Vous avez une idée du nombre que vous avez délivré depuis que vous êtes arrivé? Oui, j'ai délivré en tout en pêche, puisqu'il faut préciser qu'il y a la pêche industrielle et la pêche semi-industrielle, la pêche artisanale motorisée pour les étrangers et pour les Guinéens. Bien. Donc, avant, certaines de ces recettes étaient en déperdition. Par exemple, la pêche artisanale motorisée, on délivrait des licences comme ça, qui on avait besoin venait prendre. Et la recette, on ne savait pas où ça allait. Donc nous, en tout cas, on a tout structuré cette fois-ci. La directrice de la pêche maritime avec le secrétaire général, on a mis des mesures en place pour faire du recouvrement. Tout ce qui on a fait sortir, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a quand même fait sortir les agents sur le terrain
en ce qui concerne la pêche artisanale pour aller recenser ceux qui veulent des licences et les répertorier dans un fichier et après recouvrir. La pêche semi-industrielle également, on donne, là c'est moi qui délivre les licences. De pêche Vous en avez délivré combien? 70 pour la pêche industrielle et 50 pour la pêche semi-industrielle. D'accord. Bien. Alors oui, voilà. Oui, peut-être juste sur les licences, vous dites que n'importe qui pratiquement pouvait en délivrer. Ça demande peut-être qu'il y ait, je sais pas, une sorte de rappel des licences délivrées dans un certain désordre. Qu'est-ce que vous faites pour que justement ceux qui détiennent ces licences et qui ne sont pas habilités à les détenir parce que ne remplissant pas les conditions actuelles, pour que vous puissiez remettre de l'ordre dans les licences déjà délivrées avant votre avènement à ce poste? Les licences sont délivrées par trimestre. Donc c'est quand l'entreprise a fini de remplir toutes les conditions, tous les paiements sont faits, effectués au niveau du trésor public, que la licence est délivrée. C'est-à-dire qu'il faut renouveler votre licence tous les 3 mois? Tous les 3 mois. D'accord. Tous les 3 mois. Que ce soit pour la pêche artisanale, la pêche industrielle ou la pêche semi-industrielle. Donc, par exemple, les recettes de la pêche semi-industrielle, ça n'allait pas au trésor, mais cette année, on en a reversé. Les recettes de la pêche artisanale motorisée pour les étrangers, ça n'allait pas. Pour les Guinéens, et ça n'allait pas non plus. Madame. Ben, en tout cas, parce que c'était pas... vous avez dit quand même investiguer pour savoir où allaient ces recettes. Il y a ça, en fait, aucune trace. Aucune trace, mais de toute façon, il y a un audit général qui est en cours au sein du ministère. Donc voilà, c'est vraiment pas mon rôle d'aller investiguer parce que c'est passé, c'est ce qui s'est fait avant moi. Voilà. Maintenant, puisque je savais que c'était des recettes qui ne venaient pas, la preuve, un auditeur a parlé tout à l'heure de l'apport du secteur de la pêche au trésor public pour cette année. L'année dernière, à la même période, on avait 39 milliards de recettes pour les licences. Cette année, il parlait de 45 milliards, mais c'est autour de 48 milliards 900. Donc il y a à peu près 10 milliards de il y a à peu près 10 milliards de différence en fait. Par rapport à l'année à la même toute période l'année 2021. Non, à la même période l'année dernière, 2021. D'accord. Donc une performance de 10 milliards de plus en fait sur les recettes. Oui, Jean Baldé, pour continuer. Oui, Madame la ministre, pouvez-vous nous dire il y a combien de navires qui, comment dirais-je, en activité dans les eaux territoriales guinéennes et avec combien de navires plutôt et combien de sociétés détentrices de ces navires ou propriétaires? J'ai une question subsidiaire aussi. Vous savez, le monde de la pêche, il y a beaucoup d'argent qui circule. Comment arrivez-vous à résister à la tentation du diable? Ok, je vais commencer par peut-être la dernière question. Je suis auditrice en fait. Donc, dans mon précédent poste, j'étais directrice du contrôle interne. Et quand on est directeur du contrôle interne dans une entreprise comme Total, je vous laisse deviner le reste parce que la corruption, on ne badine pas avec ça. Donc, toutes les formations, c'est autour de ça. Et tout est déclaré, les cadeaux sont déclarés. Le plus petit cadeau, il est déclaré. Quand ça dépasse un certain seuil, il faut tout de suite déclarer. Donc, forte de ça, quand je viens... à cheval. Voilà, et puis j'ai géré... le réseau de stations-service où il y a beaucoup de liquidités aussi. C'est pour ça que je disais au début qu'il y avait des similitudes. Parce que quand vous avez l'habitude de voir l'argent, ça ne vous fait plus rien. Absolument. Voilà, donc j'ai géré un réseau de plus de 130 stations-service où il y avait des sous tous les jours. Donc, c'est pas... en tout cas, il y a des tentatives. Voilà, il y a des tentatives. En tout cas, il y a des tentatives. Il y a des tentations, mais... oui. Vous résistez? Oui, de toute façon, en fait, depuis ma prise de fonction, peut-être les gens ont compris que vous ne prêtez c'est pas peut-être une le flanc. auditrice qui est là. Et se méfie peut-être, mais je n'ai jamais eu, en tout cas, quelqu'un qui ait essayé de me corrompre ou de me proposer quelque chose directement. Non, depuis ma prise de fonction. Oui, Talibé, pour continuer. La question justement des sociétés de pêche. Les sociétés de pêche, voilà, il y en a 16 sociétés de pêche répertoriées chez nous qui ont des licences
qui ont 70 licences. C'est Pour la pêche, ça c'est pour la licence industrielle. Vous avez 16 sociétés de pêche avec 70 licences. D'accord. Et la pêche semi-industrielle, vous avez 32 ou 33. Comment 16 sociétés de pêche, 70 licences? Expliquez. Oui, parce qu'une même société peut avoir plusieurs navires. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des sociétés qui ont 5, 6 navires, il y en a 7, 10, voilà. Ça sous-entend que dans le secteur industriel, il y a 70 navires qui apparaissent dans les eaux guinéennes. Oui, effectivement. D'accord. Qui sont visibles au VMS, au niveau du Centre national de surveillance de police des pêches. Et peut-être une question adjuvante. Beaucoup se demandent si vous avez des moyens efficaces, concrets, de savoir combien de tonnes tel navire a pêché dans nos eaux guinéennes d'une période à une autre pour vous assurer que ce que vous leur demandez en termes de... Parce qu'il y a des fausses déclarations parfois. Que tout est exact. En fait, dans le plan de pêche, il y a le quota de pêche qui est défini, clairement dans le plan de pêche. Donc, tous les navires, toutes les sociétés sont obligés de respecter ce quota. Donc, dernièrement, j'ai eu une réunion avec la Confédération nationale des pêcheurs de Guinée, qui est vraiment l'entité tête de pont de toutes les organisations fêtières. Et j'ai demandé de faire en sorte que toutes les sociétés respectent leur quota de pêche. Et donc, il y a une situation qui m'est transférée par la directrice nationale des pêches maritimes de façon hebdomadaire sur la situation des débarquements. Donc, on sait combien ils doivent débarquer et combien ils ont pêché et combien ils doivent débarquer. Et quand ils ne sont pas dans les normes, là, on tape sur la table. Oui, Yaraï, on va continuer. Sur le retour du poisson. Voilà, sur le retour du poisson de la Guinée sur le marché de l'Union européenne, qu'en est-il et comment on a fait pour arriver à cette autorisation? Le retour du poisson de la Guinée sur le marché de l'Union européenne faisait partie des objectifs prioritaires qui m'ont été assignés encore par monsieur le Premier ministre. Donc, dès ma prise de fonction, j'ai tout de suite entamé les démarches avec mes équipes, bien sûr, parce que moi, j'étais nouvellement venue et il a fallu quand même que je trouve des équipes sur place dédiées qui étaient prêts, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé vraiment à retrouver tous les dossiers et à relancer la relation avec l'Union européenne. Ici, déjà, la délégation, la représentation en Guinée et aussi au niveau de la commission du commissaire en Belgique. Donc, avec l'avènement du CNRD, je pense que tous les partenaires au développement, tous les partenaires techniques et financiers ont eu un regain de confiance et ils nous ont tendu la main. Et, mais quel est justement le profit à en tirer? D'abord, concrètement, les conditions, c'était les questions d'hygiène, mais aussi de laboratoire. Est-ce que tout ça a été une réalité, la question de laboratoire? En fait, ils étaient venus quelques années avant. Pour faire un audit de nos établissements de traitement de poissons. Et ils se sont rendus compte que vraiment, il y avait un seul établissement qui répondait aux normes sanitaires requises par l'Union européenne. C'était la société JTH, Jasmine Trading House, qui a été reconnue avec un seul port de débarquement qui est vers... Bonfim, Atlantic Fishery. Donc, ils ont été séduits par les installations de ces gens et puis leur manière de fonctionner. Et donc, ils les ont inscrits parce qu'il y avait au moins un établissement qui répondait aux normes. Et donc, nous, ce qu'on a fait en arrivant, on s'est dit, quand c'est c'est toujours un peu frileux. Il faut aller à plusieurs. Donc, avec mes équipes, on a commencé à identifier d'autres établissements parce qu'il y en a aussi, mais qui ne sont pas sur le marché européen, mais qui sont vers le marché asiatique. Donc, on a commencé à recenser de nouveaux établissements. Et l'ONSPA, justement, l'Office national du contrôle sanitaire des produits de la pêche, a ce rôle aussi d'aider, d'accompagner ces établissements à être aux normes pour qu'ils puissent reprendre aux normes HACCP, comme on dit.
tout ce qui est hygiène alimentaire et tout. Donc, ils accompagnent ces établissements dans la mise en place des process, des procédures pour être dans les normes. Pour être dans les normes. Bien. Voilà. Oui, Emmanuel. Alors, Madame la ministre, je voudrais bien qu'on parle aussi des moyens de contrôle dont dispose aujourd'hui la Guinée par rapport à ce qui se passe dans ces eaux. Est-ce que nous avons aujourd'hui toute l'architecture technologique, en tout cas les moyens qui permettent au pays de savoir exactement ce qui se déroule dans ces eaux en haute mer? Ça pose la question de la sécurité en haute mer. Est-ce que vous avez des équipes qui peuvent faire des descentes sur des navires pour contrôler ce qui se passe, s'assurer que les types de poissons dont la pêche est autorisée et que tout est respecté, tout se passe dans les normes? La sécurité maritime, c'est un problème qui dépasse même le secteur de la pêche. C'est pourquoi, en fait, en plus des moyens, des maigres moyens du ministère de la Pêche, il y a le ministère de la Défense qui nous met à disposition des moyens aussi. Ils font des patrouilles conjointes pour aller faire des arraisonnements. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de faire quelques arraisonnements ces derniers mois. Dans les pêcheurs sénégalais, là. Exactement. Ces derniers mois, et ça c'était vraiment avec un apport de la marine nationale. Et à ma prise de fonction, on a trouvé que les vedettes de surveillance du CNSP étaient vétustes. Enfin, ils ne répondaient, ils étaient même plus... Il y a un nombre insuffisant. Ça ne suffit pas du tout. Oui. Ça ne suffit pas. Donc, ça nous amène à vraiment... là, nous sommes en train de chercher à acheter de nouvelles vedettes pour le compte du CNSP parce que eux, c'est ça vraiment leur rôle, c'est la surveillance régulière, c'est pas de façon ponctuelle. Et la marine, quand même, la défense a réussi à rétablir les sémaphores qui permettent de contrôler toute la zone maritime guinéenne. Donc, du coup, avec l'aide de la défense, on arrive à faire des surveillances et on arrive à faire des arraisonnements. En parlant d'arraisonnement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, contrairement à l'ancien régime, que le comité d'arraisonnement aujourd'hui fait beaucoup de profits? Parce que beaucoup de recettes. Ces derniers temps, on a parlé d'un arraisonnement et on aurait appliqué les frais de 500 000 € à des pêcheurs. En tout cas, il n'y a pas 2 semaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de loin, si vous voulez, plus important que ce qu'on appliquait comme sanction à des gens qui étaient pris sur des questions de pêche illégale? Vous savez, la question d'arraisonnement, il y a une commission en fait qui est en place. Le comité d'arraisonnement. Il y a un comité d'arraisonnement qui est en place, d'accord, et qui fixe les amendes. Mais il faut quand même qu'il y ait des moyens de surveillance. Comme je vous le disais, la défense nous aide, mais aussi ce qu'il faut signaler, c'est qu'on fait partie de la commission sous-régionale des pêches qui fait parfois des contrôles, des visites de surveillance de 3 jours, 4 jours dans certains pays, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a le Sénégal, il y a la Guinée-Bissau, ainsi de suite, pour faire ces visites. Et après, quand ils font des patrouilles, ils arrivent à faire des arraisonnements. Mais depuis qu'ils ont commencé, les années antérieures, ils n'ont jamais réussi à faire des arraisonnements. D'accord. Mais cette fois-ci, ils sont venus, comme par hasard, ils ont réussi à arraisonner 2 navires. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un changement, parce que les inspecteurs aussi, il faut le signaler, ils sont sensibilisés pour faire correctement leur travail. Voilà. Ne pas se faire soudoyer. Exactement. Est-ce que récemment vous avez engrangé un montant de 500 000 € pour un récent arraisonnement? Oui, ça a été fixé pour le navire qui a été arraisonné au niveau du Sénégal. Est-ce que désormais, systématiquement, tout navire arraisonné, c'est 500 000 €? Non, ce n'est pas 500 000 €. En fait, le montant des arraisonnements, ça va de 2 500 € à 2 millions d'euros. Ça dépend de la nature de l'infraction et de la taille du navire. Voilà. Bien, peut-être on va évoluer pour parler des ports artisanaux. Faites-nous l'état des lieux et aujourd'hui en termes d'infrastructure de sécurité, vous avez dit que vous avez fait le tour. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui a changé concrètement?
En faisant le tour des débarcadères, on se rend compte en Guinée, surtout le littoral, qu'il y a 234 débarcadères. 234 débarcadères et certains débarcadères se retrouvant dans des concessions. Waouh! Donc, on ne sait pas. Ce qu'on débarque, est-ce que c'est du poisson? Est-ce que c'est des hommes? On ne sait pas. Des débarcadères qui se retrouvent dans des conditions. Qui se confondent dans des concessions. Exactement. En fait, vous venez dans une grande cour. Voilà, il y a un ponton qui est là. Une ouverture sur la mer. Une ouverture sur la mer et un ponton qui est là. Et puis, des navires peuvent accoster. Donc, on a commencé, on a fait une visite, une mission. D'abord, le département de la pêche. Ensuite, il y a le département de la défense aussi, le ministère de la Défense, qui a aussi effectué une visite avec les drones et autres pour identifier vraiment. Et après, on s'est assis, on a travaillé ensemble. Le ministère, parce que la visite, en fait, il faut le signaler, c'était avec non seulement le ministère de la Pêche, parce que dès ma prise de fonction, j'étais venue en conseil avec la question des débarcadères. D'accord. Donc, le Premier ministre a instruit le ministère de la Pêche, le ministère de l'Administration du Territoire, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et le ministère de la Défense et aussi de la Sécurité de trouver une solution sur la question des débarcadères. Donc, on a fait une réunion en janvier où on est sorti avec un plan d'action. Donc, il fallait ok, merci. Donc, il fallait chercher à regrouper les débarcadères. C'est ce qu'on a réussi à faire, par exemple. Donc, 234, on a regroupé en 38 points de débarquement. D'accord. Voilà. 38 points de débarquement. 38 points de débarquement. En supprimant les débarcadères familiaux. Voilà, c'est pour ça, en fait, c'est d'où l'intérêt de l'équipe du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour savoir, voilà, à qui ça appartient. Parce que j'avais fait sortir une note circulaire pour demander à tous ceux qui ont des débarcadères de sortir les documents qui prouvent que, voilà, ils sont autorisés. Donc, concernant justement ces débarcadères, qu'est-ce qui a été fait pour élever le niveau de sécurité et puis qu'est-ce que vous faites aussi pour leur rénovation? Ok, je parlais tout à l'heure d'un programme qui a été validé par Monsieur le Président de la Transition d'aide à la pêche artisanale. Donc, dedans, il y a la rénovation des débarcadères, mais aussi après les différentes missions des différents ministères, on s'est dit qu'il fallait quand même mettre des structures administratives en place, fonctionnelles. Parce que dans ces débarcadères, il y a la représentation du ministère de la Pêche, de la Défense et de l'administration du territoire, parce que ça se passe dans les quartiers, dans les communes. Donc, on est en train, un arrêté est en cours d'élaboration pour fixer, voilà, définir la gestion des débarcadères et quelles sont les personnes qui doivent être présentes dans chaque débarcadère. Et ça va être validé dans les prochains jours. Avant vous, on a vu, par exemple, l'ancien régime, vous me permettez, dans une opération de distribution des gilets pour les questions de sécurité, bien sûr, dans ces débarcadères-là. Est-ce que c'est une opération qui continue aujourd'hui? Mais je suis de pirogue à fibre, je ne sais pas trop. Absolument. Voilà. Est-ce que c'est des opérations qui continuent? Est-ce qu'on maîtrise justement ce volet sécurité dans ces débarcadères, parce qu'on a vu tout le temps des bateaux qui chaviraient en haute mer, parce que non seulement il y a de la surcharge, mais il n'y avait pas d'équipements de sécurité comme ces gilets. Tout ça, ça fait partie du rôle du CNSP, parce que normalement, ils ne doivent pas aller en mer s'ils n'ont pas de gilet. Absolument. Donc, ça fait, quand ils vont dans les embarcations et qu'ils se rendent compte que des gens ne sont pas dans les normes, ils sont le droit de les arraisonner pour qu'ils se mettent en règle. Mais concernant ces débarcadères, madame, je vous prends le cas du débarcadère de Kaporo ici. C'est une parfaite illustration. C'est devenu un dépotoir d'ordures. Des citoyens viennent jeter des ordures. Ça Au pont de Kaporo ici. Oui, ça relance la question de l'insalubrité. Depuis que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui dans le cadre de la salubrité de ces débarcadères? Encore que ce sont des lieux de débauche. On y filme de dépravation de mœurs, mais aussi la prostitution. Je vous ai dit que quand j'ai posé la question des débarcadères, il y avait le ministère de la Défense et de la Sécurité. C'est pour ça, l'arrêté qu'on va signer prochainement,
on va définir le rôle de chaque représentant. Parce qu'en fait, c'est l'absence de l'État dans ces débarcadères qui a amené la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, on en est conscient. Et c'est pour ça qu'on est en train de prendre des mesures fortes. Mais qu'est-ce qu'on évite? On ne veut pas déguerpir et laisser des débarcadères comme ça. Il faut les meubler, il faut savoir, il faut identifier, il faut que le ministère de la Défense nous dise, envoie un délégué. Il faut que le ministère de l'administration du territoire envoie un délégué. Le ministère de la Pêche, le ministère de la Sécurité, bon, sécurité et défense, ça peut être une seule personne, mais il faut qu'il y ait tous ces représentants dans les débarcadères. Et quand on a fini de déguerpir et de nettoyer, ils sont immédiatement mis en place. Bien. Parce qu'on n'a pas envie de faire du boucan et laisser l'espace comme libre, ça. vide. La nature a horreur du vide. Bien. On va déguerpir, les gens vont encore revenir s'installer. Donc il faut d'abord traiter le problème en amont. Identifier les gens, les personnes qui doivent aller être affectées dans ces débarcadères et ensuite passer au déguerpissement. Je vous parlais de nettoyage tout à l'heure avec Enabel Sanita, c'est beaucoup avancé. Bien. Donc ils attendent que vraiment on mette les mesures prioritaires en place avant de passer au déguerpissement et au Peut-être sur le nettoyage. marché du poisson. Oui, Voilà, entre-temps, peut pas on va prendre quelques questions des auditeurs sur la queue. Si Babé peut bien nous les aligner, c'est important que Madame réponde Mais en aux attendant, on ne peut questions. pas quand même parler de la pêche sans pour autant parler des femmes fumeuses et marieuses. On sait quand même que ces femmes sont de véritables femmes battantes, entre guillemets, ça il faut le dire. Quel appui concret le gouvernement apporte à ces actrices majeures de ce secteur? Oui, j'aime le dire que la pêche, ça appartient aux femmes. Et souvent, je taquine mes collaborateurs en disant que c'est ce que Monsieur le Président de la Transition a compris en nommant une femme à la tête. Parce que quand vous prenez le secteur de la pêche de bout en bout, c'est les femmes qui sont là. Les hommes vont peut-être pêcher, ils envoient, mais après, la chaîne de transformation et tout le reste, la chaîne d'approvisionnement, c'est assuré par les femmes. C'est pour ça qu'on a ce projet d'appui à la pêche artisanale. Dedans, il y a plusieurs volets. Et dans le volet infrastructure, il y a la construction et la rénovation des hangars de fumage et puis des endroits de traitement du poisson. Bien. Peut-être on va évoluer pour parler de l'immersion gouvernementale. On est bien en train d'évoluer. Alors, Oui, parlons de d'immersion. parler de l'immersion gouvernementale. Vous êtes rendu à l'intérieur du pays. Dites-nous dans quel état se trouvent vos structures déconcentrées et comment les acteurs de la pêche évoluent de ce côté. Une absence totale dans les structures déconcentrées. Absence totale de l'administration. Donc le ministère de la Pêche n'existe pas à l'intérieur. Il En termes de existe. structures déconcentrées. Bon, il existe, quand je dis absence totale, je vous le disais tantôt, vous prenez une région comme Zérekoré, vous avez un inspecteur, un directeur régional et un inspecteur de contrôle de qualité pour couvrir toutes les régions. Est-ce qu'on peut dire que la pêche est présente? Toutes les préfectures, Toutes les préfectures de la région. Deux de personnes. Zérekoré. Deux personnes. Deux personnes. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire que l'administration est présente? Non. Bien. Vous venez à Zérekoré, il y a un petit bureau où, voilà, il y a une personne, deux personnes. Voilà, le directeur régional. Le bureau du directeur régional, c'est pour tout le monde, tous les collaborateurs de la pêche. Donc, il y a l'absence de personnel déjà. Donc, on ne peut pas parler d'équipement parce qu'il n'y en a pas. Il faut des personnes pour demander Absolument. des équipements, mais il n'y en a pas. Et ensuite, en faisant le tour des frigos, des entrepôts, on se rend compte qu'il n'y a pas de poissons guinéens, ce qui fait encore plus mal. Pensez Guinée du côté de Zérekoré. Du côté de Zérekoré, il y en a un peu. En fait, dans toutes les régions, c'est essentiellement à Zérekoré qu'on a pu trouver du poisson guinéen. Pourtant, il y a la pêche fluviale qui se développe à l'intérieur du pays. La pisciculture, plus ou moins. Pas la pêche fluviale seulement, c'est la pêche continentale. On a une direction de la pêche continentale qui était un peu le parent pauvre du secteur de la pêche, mais qu'on est en train de redynamiser. Donc il y a un directeur et un directeur adjoint qui sont en train vraiment de tout faire pour
rehausser le niveau dans ce service également. Donc, il y a la pêche dans les cours d'eau et la pêche dans les mares. Mais malheureusement, dans ces mares et dans ces cours d'eau, tout est ensablé. Là, il y a les effets du changement climatique qui se font ressentir. Donc, les mares ont tari, l'ensablement est là. Et surtout donc, du côté de Kankan avec du le côté fleuve Milo. Exactement. Je suis passée à côté du Milo, mais j'étais très choquée. Ouais. Et en fait, je ne reconnaissais même pas parce que je voyais du sable partout. Et je me demandais où j'étais. On m'a dit que c'est le Milo. Je dis non, c'est pas possible. Donc là, vraiment, il y a des mesures fortes à prendre à ce niveau aussi par le gouvernement pour aller nettoyer ces mares-là. Mais on va parler du cas du fleuve Milo. On va parler du cas du fleuve On n'est pas loin de la fin de l'émission, je rappelle. Oui, rapidement. Qui est envahi par l'ensablement. Il y a également, tout au long du fleuve, il y a des gens qui ont développé la confection des briques, tout ça. Qu'est-ce que vous comptez faire, votre département, en synergie avec d'autres départements, pour notamment essayer de redorer aujourd'hui le blason de ce fleuve aujourd'hui qui a une importance capitale pour les populations de Kankan? Puisqu'on a vu les réalités en même temps, j'étais avec la ministre de l'Environnement. On a vu les mêmes réalités. On était au même, bon, peut-être pas au même endroit. C'est une question transversale. C'est une question transversale. Donc voilà, on va mettre certainement un plan d'action en place pour corriger toutes ces tares. Oui, Emmanuel, pour continuer. Il nous reste 4 minutes. Oui, Emmanuel. Le poisson sur le marché. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on en a, en tout cas, à quantité suffisante? Vous pensez que la quantité qui entre arrive à satisfaire les besoins de la consommation locale? Pas vraiment. Et c'est pour ça que on est en train de faire en sorte que les gens s'intéressent aussi à la pisciculture. Parce que à Zérekoré, c'est très développé. Les gens, ils sont dedans depuis plusieurs années. Mais ils ont aussi besoin d'accompagnement. Parce que les aliments qui leur permettent d'élever du poisson sont exportés. Donc, on fait en sorte que les aliments puissent être de la production locale pour réduire le coût. Parce qu'après, en fait, quand le coût d'exploitation est élevé, forcément, ça se fait ressentir. Donc, on fait en sorte que les gens qui pratiquent la pisciculture puissent l'intensifier. Parce qu'on a vu, par exemple, à Massanta, que c'était plutôt de la pisciculture paysanne. Donc, on fait en sorte que ce soit de la pisciculture intensive. Et là, on m'a demandé à l'ANAG, l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée, qui traite ce sujet-là, d'aller faire un benchmark dans la région pour voir, parce que c'est bien développé dans les pays comme le Mali, comme le Niger, et qui n'ont pas d'eau forcément. Bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'en Guinée, qu'on ne puisse pas aussi développer ça, surtout qu'on est une zone humide par excellence. Est-ce que vous envisagez de faire quelque chose par rapport à la fixation fantaisiste des prix des poissons sur le marché, puisqu'on sait que quand on va sur le marché, le constat révèle que chaque commerçant ou chaque commerçante essaye de fixer le prix du poisson à sa guise. Est-ce que vous envisagez de faire quelque chose par rapport à ça, parce que ça pèse sur le panier de la ménagère? Oui, ça a fait l'objet, je crois, si vous suivez l'actualité, ça a fait l'objet de communication en conseil des ministres, où le président a instruit de passer la vente du poisson au kilo. Mais pour passer à la vente au kilo, il faut des instruments de mesure. C'est pour ça qu'avec le ministère du Commerce, on va conjuguer les efforts avec l'Institut des normes et de la météorologie pour nous mettre à disposition des instruments de mesure afin de mettre ça à disposition des marailleuses et des femmes vendeuses dans les marchés pour passer au kilo, parce que c'est la même chose dans certaines régions, dans certaines préfectures, c'est comme ça se fait. C'est seulement à Conakry où le poisson se vend à la tête du client. Donc on veut sortir de là on est aussi dans un projet de mise en place des kiosques de vente de poissons à proximité des marchés
pour amener justement les gens à aller vers ça. Alors, 2 questions pour terminer. Il y a le souci des citoyens, c'est justement la cherté du poisson sur le marché. Ils veulent savoir qu'est-ce qui explique cela, parce que au-delà de tout ce qu'on vient de dire, ce qu'eux ils retiennent, c'est que le poisson est cher au marché. Certains n'arrivent même pas à en préparer. Et il y a le port de Kamsar dont on me parle effectivement qui serait envahi par des maquis et bars en quelque sorte. En 30 secondes, Madame la Ministre. Ok, la cherté du poisson, c'est vraiment quelque chose de relatif parce que quand vous prenez, on ramène actuellement le prix du poisson le plus cher, c'est ça, les plus gros, les kessi, le prix c'est à 450 000 le carton. Vous ramenez au kilo, ça vous revient environ dans les 25 000, alors que le kilo se négocie autour de 70 000, d'accord, 75 000. Mais c'est parce que le pouvoir d'achat du Guinéen est devenu tellement faible qu'on a l'impression que c'est le poisson qui est cher, alors que c'est vraiment pas le cas. Bien. Alors, et le port de Kamsar, on dit que c'est envahi par des maquis. Vous envisagez des choses pour là-bas? Bien sûr. En fait, le déguerpissement dans les débarcadères, ça ne s'arrête pas à Conakry uniquement, c'est aussi partout à l'intérieur du pays. Pourquoi le poisson guinéen manque à l'intérieur? Parce que vous l'avez dit, d'où vient le poisson qui est consommé à l'intérieur du pays? Très malheureusement, le poisson vient du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie. Poisson séché ou poisson frais? Poisson frais, c'est ce qu'on est en train de... C'est ce qu'on va corriger en fait. C'est les mesures fortes que nous envisageons de mettre en place pour comprendre pourquoi les gens, les opérateurs détenteurs de licence n'envoient pas le poisson à l'intérieur du pays. Et ça va être corrigé très rapidement. Malheureusement, on en a fini. Peut-être un dernier message, Madame la Ministre, à l'endroit des citoyens, en 30 secondes pour terminer. J'aimerais faire savoir à la population que il faudrait qu'elle comprenne que ma priorité, c'est l'approvisionnement du marché local en poissons et de qualité. Bien. Donc, je ferai tout pour y arriver. Ça ne va pas être facile parce que les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes, parfois peau dure. Bien. Ça va être un parcours de combattant, mais j'espère que avec l'aide du bon Dieu, je vais y arriver. En tout cas, pour l'instant, on peut dire qu'elle s'en sort puisque le secteur semble calme, alors qu'on connaît que c'est un milieu électrique, un milieu de gros sorciers. En tout cas, merci Madame la Ministre d'être passée. C'est moi qui vous remercie. En attendant qu'on la retrouve une prochaine fois, merci à toute l'équipe, merci à ceux qui étaient derrière la baie vitrée. Vous retrouvez l'équipe d'Aristatou demain samedi et lundi, le retour d'Aboubacar Diallo. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.